Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dynamique d'entreprise. Dynamique d'entreprise. Collection dirigée par Michael Ballet. Lieu de travail et lieu de vie, l'entreprise est au cœur de la société. Pourtant, beaucoup de ces aspects restent mal connus. Les évolutions technologiques et sociales sont à la source de nombreuses mutations organisationnelles. Les professions continuent d'évoluer en se divisant toujours davantage sur un plus grand nombre de spécialités. Les frontières elles-mêmes des entreprises s'estompent alors que les modes de travail se redéfinissent. Les entreprises deviennent des objets d'étude à multiples facettes dont les dynamiques sont de plus en plus complexes et souvent surprenantes. Au-delà des grandes lignes des logiques de management d'une part et des théories sociologiques de l'autre, nombre de ces facettes restent dans l'ombre. Dimension ignorée, métier méconnu ou dynamique contre-intuitive. La collection Dynamique d'entreprise a pour vocation de diffuser les études réalisées sur ces points d'ombre, souvent techniques, de la nature des entreprises. Allant au-delà des essais de management, la collection regroupe des textes de recherche ou d'expérience sur le terrain qui éclairent les nombreux aspects ignorés des entreprises modernes. Dernière parution. Robert Jourda, La personnalité professionnelle, tome 1 à 2 éditions. Identification par l'A2P et mesure par l'ISANTI-2P 2016. Amina Omran, Rôle des compétences sociales et du capital social de l'entrepreneur et accès aux ressources extérieures en création d'entreprise, 2014. Robert Jourda, La personnalité professionnelle tome 3 2013. Alain Coulombelle, L'entreprise et le temps. Figure d'hier et d'aujourd'hui, 2011. Michel Monteau, L'organisation délétère. La SST au prisme de l'organisation, 2010. Jean-Philippe TOUTUT, Organisation, Management et éthique, 2010. Gérard Pavie, La parité, enjeux et pièges. La dynamique des sexes au travail, 2010. Introduction. La vision guide mes pas. Pourquoi cet ouvrage avec comme axe de fond que la vision guide mes pas ? Parce qu'il me semble que ce qui est réel dans nos comportements physiques est tout aussi vrai dans notre conduite psychique. Il me souvient cette histoire d'un moniteur de pilotage moto demandant à ses stagiaires « Pourquoi une voiture sur une route toute droite avec un seul arbre sur son bord sortit de la route et percuta l'arbre ?» La solution était « Parce que le conducteur regardait l'arbre. » Nous savons que ceci, tellement vrai au physique, l'est tout autant au psychologique. Le vertige qui prend certaines personnes dans certaines conditions produit une sensation d'aspiration vers le vide, et les personnes tombent. La personne qui est sûre de perdre son match le perd. La personne qui est sûre de gagner sa négociation la gagne. Elle n'est pas sûre parce que tous les éléments et conditions sont réunis, mais elle gagne parce qu'elle le croit. On se souvient de l'adage rapporté par Antoine de Saint-Exupéry et plus avant par Mark Twain. Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. D'ailleurs, quand nous avons appris à faire du vélo, nous regardions la roue avant dans l'espoir d'en avoir la maîtrise. Alors notre enseignant adulte expérimenté nous a invités à regarder loin devant, vers là où nous voulions aller. Il nous a suffi de changer notre regard pour changer notre posture, ajuster nos comportements et trouver notre équilibre. Il me souvient de cette personne me disant « J'étais sûr que j'allais me faire avoir » et de compléter m'indiquant cette affaire. On ne peut pas discuter avec ces gens-là et d'ailleurs ils ne discutent pas. Je me demande juste si c'est de la prémonition, de la connaissance ou plutôt de l'induction. L'expérience me force à penser que la troisième hypothèse est la plus probable. Il se trouve que nous avons des comportements récurrents que nous avons aussi érigés en maxime, je crois ce que je vois, que l'on peut tout aussi aisément retourner en je vois ce que je crois, car nous savons fortement projeter nos préoccupations et nos idées sur le réel de nos vies. En attendant, je me rends compte tous les jours, à l'instar de l'approche de Jacobson, Palo Alto, sur la communication que je vois ce qui me préoccupe. Ainsi, quand mon épouse attendait notre premier enfant subitement, il y avait plein de femmes enceintes et des landaux dans notre ville. Avant, je vous le jure, il n'y en avait pas. Mais je sais aussi que les deux premières assertions, je crois ce que je vois et je vois ce que je crois, ne s'auto-excluent pas. Ainsi, ma pensée a une action déterminante sur ma façon d'agir et mon expérience sur ma pensée avec des phénomènes de renforcement ou de correction.
Alors donc, pourquoi ne pas en prendre son parti? Comme pour les phénomènes de mémoire, dont un Moyen Âge, à l'usage modeste de l'écriture car techniquement complexe, était devenu expert, accrochons nos intentions aux maisons et monuments sur notre passage. Accrochons nos intentions dans le livre de nos vies, et regardons venir les réalisations. C'est ça le processus. Plus que la prophétie auto-réalisatrice de Merton, montrant la contribution pratique du sujet au déroulé des actions dans le sens de sa propre conviction, la prophétie auto-réalisante de Václavic montre combien ce que je crois produit les postures déterminantes chez les acteurs dans la réalisation des événements. Ainsi ce que je pense de l'autre l'invite fortement, en ma présence, à le devenir. Mon pouvoir est donc de rendre réelle l'idée qui me plaît. Ma vision guide bien mes pas, et les pas de ma vie. Je ne devine pas à quel point. L'idée que je me fais de la situation, de l'événement à vivre, façonne le réel. L'astronome Trinh Xuan Tuan a montré combien l'œil de l'observateur influence le résultat observé. Des expériences en biologie ont montré que l'intention de l'observateur influence le comportement des cellules et bactéries. Nous comprenons alors que l'influence n'est pas que mécanique. Ainsi, penser serait-il aussi agir pleinement? Alors bougez. Agissez. Nous passons trop de temps à attendre que quelque chose nous arrive, mais quoi? Le penser, l'imaginer est donc déjà un pas réel et concret vers une bonne issue de la problématique, vers l'avènement de la solution, de l'événement attendu. Mais poussons le bouchon plus loin encore. Si l'on considère que ce qui me préoccupe détermine ma communication, et si, comme le disait Lacan, quand je ne parle que de moi, alors l'autre n'est donc que le miroir de ce que je pense de moi, ce que je juge, reproche, espère. C'est comme ça que je vois cet autre, et c'est avec ce personnage-là que j'entre en relation. Quand, comme le dit Paul Václavic, mon intention et ma considération font prophétie réalisante, j'imagine le niveau de reconstruction et d'intrusion que je fais chez l'autre. Alors donc, j'aurai tout intérêt à bien connaître, voire maîtriser ma pensée, mes impulsions, mes sentiments, si je veux orienter le résultat vers les meilleures fins. Comme le pilote, ne regarde pas l'obstacle au risque d'accident, mais regarde là où tu veux aller, le passage. Si je développe une pensée ouverte et positive, je suis déjà un acteur du succès. Si j'ai le regard posté sur les problèmes, je guide mes pas à leur rencontre. Mais allons encore un peu plus loin. Il est donc possible que l'artiste qui imagine une œuvre accomplisse et travaille à sa création. Michel-Ange disait qu'il avait dégagé David de la pierre, comme si l'œuvre préexistait à son travail, lequel ne serait alors qu'une révélation, une mise à nu du réel de l'œuvre. Sa pensée l'avait déjà réalisée, soit mise au réel. Je peux dire alors que quand je retourne à l'imagination, je reviens à moi créateur. La meilleure pensée de succès serait donc, tout est parfait. Je veux juste découvrir à quel point c'est parfait. Un point c'est tout. Cela m'apparaît comme si la phase de réalisation n'était déjà que celle indiquant la finalité de la contemplation. Le musicien bluesman et guitariste Eric Clapton disait dans une interview que la musique le traversait, comme si elle venait d'ailleurs. Qu'il se ressentait comme un passeur de cette musique, un transmetteur, une antenne. Rimbaud écrivait cette lettre célèbre à Paul de Meunier autour de cette phrase marquante et définitive « Je est un autre », et il décrit comment il se regarde créer, il se constate traversé par l'œuvre qu'il rédige. Tout est alors comme si la pensée de l'œuvre précède l'action de l'artiste, lequel ne serait alors qu'un médium entre la conscience et l'objet réel. Ces artistes-là parlent de la création comme d'une médiumnité. Nous sommes alors là à un carrefour où se rencontre l'hypothèse que la pensée crée le réel, et celle que le réel est une pensée à révéler, à réaliser. Ces deux hypothèses se posent comme les deux faces d'une même pièce de réalité. La raison ne nous laisse pas le recevoir, mais l'intuition et la pratique nous y invitent. Alors peut-être devrions-nous formuler une troisième hypothèse qui poserait que le réel existerait d'abord en pensée, en conscience. C'est une des déductions de la physique quantique, laquelle bouscule notre rationalité. Il y a quelques éléments qui troublent le chercheur mais pas le musicien. À travers le monde, la gamme musicale pentatonique est la plus répandue. Elle est universellement répandue. On lui trouve des origines diverses. Mais partout dans le monde, elle a la même structure et fonctionne de la même manière. L'ethnologue Bruno Etienne, spécialiste des religions anciennes,
indiquait qu'à travers le monde la religion la plus répandue n'est pas parmi celles du livre et leurs diverses déclinaisons, mais le chamanisme ou animisme. Il avait constaté que des rituels étaient parfaitement identiques, au mot près, dans des populations éloignées de plusieurs milliers de kilomètres et qui ne s'étaient jamais rencontrées. Y aurait-il une pensée concrète ou consciente du réel qui le fonderait ? Le réel serait-il d'abord conscience ? Ce monde métaphysique serait-il l'ordre des choses ? Notre pensée, notre imaginaire, notre croyance serait l'émanation de cette conscience, la partie personnelle d'une conscience universelle. C'est bien ce qu'imaginait Carl Gustav Jung dans sa conception d'un inconscient collectif. Il pensait même que les grands mythes sociaux, ceux identifiés par la mythologie grecque ancienne, revenaient dans la vie sociétale, comme des lames de fond, colorées, organiser la vie et la pensée sociale, jusqu'à régir les comportements sociaux. Déduite de cette démarche, alors émerge l'hypothèse que quand nous tombons malades, ce sont nos actions qui ne sont plus en adéquation avec nos intentions, qu'il y aurait un conflit intérieur, une distorsion entre la pensée et sa mise en œuvre et non pas une simple agression extérieure. L'idée d'archétypes sociaux nous renvoie à l'hypothèse que le monde, l'univers, ne sont pas régis par la raison, par une logique déductive, mais par des modèles, sortes de stéréotypes qui se répéteraient à l'infini, comme entre deux miroirs opposés. C'est aussi là une image produite par la réflexion autour de la physique quantique. La réalité du monde nous précéderait dans sa conscience. Certains en font des déductions qui nous surprennent. Un peu comme le ferait la psychanalyse, quand elle aide les gens en leur permettant de se réaligner avec leur vision du monde, retrouvant un équilibre. Il s'agit de réaligner leur vision non seulement du monde, mais des choses, des événements qu'ils vivent ou ont vécu, avec eux-mêmes, ce dans quoi ils s'inscrivent. Ainsi, dirait-on, je ne peux pas aider les gens si je n'ai pas fait le chemin. Il faut donc commencer par accepter ce qui se passe, et de ne pas savoir. La question du désir est ainsi reposée. Ce que je cherche en fait, c'est ma complétude, pas les choses qui me donneraient l'illusion de l'atteindre, illusion de l'accomplissement de soi par l'objet de consommation, alors que ce qui tend mon désir est seulement l'état que cet objet serait censé produire, sérénité et complétude. Nous retrouvons là les voies de sagesse orientale, comme le bouddhisme par exemple. Pour être heureux, il ne faut pas avoir envie d'avoir raison. Il nous faut seulement incarner le changement que l'on veut voir dans le monde, ou chez ses amis. C'est ici une réflexion du Mahatma Gandhi. Mais ouvrons encore un peu notre regard jusqu'à des modes marginaux. Il me semble qu'il y a ailleurs encore d'autres petites choses à remarquer. Une petite expérience va nous donner à voir que nous vivons en permanence avec deux niveaux de vision. Une vision intérieure les yeux fermés et une vision extérieure les yeux ouverts. Nous imaginons habituellement qu'en fermant les yeux, en éteignant la lumière, nous n'allons plus rien voir que du noir. Et dans ce noir, nous nous mettons à penser que l'on va voir quelque chose que les yeux ne voient pas. Ainsi, on voit la pièce comme on la connaît mais avec des éléments qui habitent notre imaginaire. Par exemple, je suis dans ma chambre et j'éteins la lumière. Je vois dans le noir les meubles de la pièce comme si je les voyais vraiment. Je sais où ils sont, où je suis, et donc je sais ce qu'il y a là tout autour de moi. Seulement je me rends compte aussi que si j'allume la lumière, je ne vais pas voir exactement ce que je voyais dans le noir, comme si dans le noir je voyais tout autour de l'objet dans une lumière égale, depuis une place idéale, dans la pièce, une place absolue, comme si en ouvrant les yeux je ne voyais que depuis une place relative. Eh bien, il me semble que la réalité, cette conscience du monde, fonctionne exactement de la même manière. Je vois ce dont je me souviens depuis la place d'observation idéale, ma posture de vie. Le réel est ailleurs, différent, si j'allume la lumière. Ainsi, ce que pose Roman Jacobson dans l'approche sur la communication à Palo Alto dans les années 60, va bien plus loin que l'apparente distorsion de notre vue, comme l'idée d'un filtre à regarder le réel. Non. L'invention de la réalité, comme l'écrit alors Paul Václavic, est bien plus large et bien plus profonde. L'imaginaire, où la conscience du réel autour de moi fait aussi réalité et participe à son construit. Mais c'est plus ample encore. Ce que pense et pose la sociologie clinique, et c'est sa posture, est bien que l'observateur n'est ni neutre ni innocent. Il est un participant à ce qu'il regarde, un contributeur au phénomène qu'il observe. Sa présence a une influence directe sur ce qu'il considère. Ceci renvoie au constructivisme et à cette évocation par Paul Václavic à propos de la prophétie,
réalisante. Selon le résultat de ses travaux au cours des années 60, l'intention, la préoccupation, influencent le réel et le comportement des acteurs à tel point que notre intention devient la directrice de notre vie. La recherche de l'harmonie dans notre vie, de notre tranquillité, car il semble que ce soit essentiellement cela qui nous inspire, réside alors dans l'adéquation entre notre posture de vie et notre pensée profonde. Ainsi, 5 indicateurs pourront me dire que je vais dans le bon sens de ma vie. 1. Le plaisir que je prends à le faire. Si vous n'aimez pas, changez de métier. Il nous faut faire les choses inconditionnellement, soit sans intérêt, mais parce que c'est fun. Écoutez son fun. 2. Avancer pas à pas et laisser venir sans forcer ni se forcer, prendre ce qui vient. 3. Saisir les défis que la vie nous propose comme des opportunités à rebondir. Vivre pleinement l'aventure de chaque pas. 4. Rester 100% responsable de sa vie car ce n'est pas la faute des autres ou du monde entier si c'est compliqué. Agir, agir, agir. 5. Ne pas travailler par objectif mais en direction, au sens d'avoir une vision projetée, à voir où aller. Voilà donc un tableau très brièvement peint, et vite tracé, une hypothèse du réel très hâtive. Elle reste à être repensée, contemplée, mise à l'épreuve des faits, ou de toute autre démarche qui nous permettrait d'en comprendre et produire le dénouement. Les choses sont comme si la réalité était un nœud de nature, sans pour autant ne rien jeter de la copie, ce dont la raison, rationalité nous a bien donné l'habitude. Alors, il nous faut travailler et retravailler nos visions car nous savons à quel point elles guident nos pas. Voilà la réflexion qui m'a fait revisiter l'approche du management, et c'est de celle-ci dont je vais partager avec vous maintenant, à l'aune de ce principe. La vision guide mes pas. Il implique que le centre du management n'est pas le système, l'organisation, les procédures, ni la structure, mais l'humain qui compose l'organisation. Ceci est le point de départ et la finalité du management. Tout le reste viendra de surcroît. Alors, accordons-nous le temps de regarder cet essentiel de la vie de nos organisations, de manière à ce que cette représentation retravaillée guide nos pas managériaux. Chapitre 1. À propos de la posturologie. Quand nous passons à l'action, nous pensons qu'il s'agit du fruit d'une décision, qu'une raison nous dirige, qu'une cause nous pousse. C'est possible. Mais c'est là une représentation diantrement réductrice. Si c'était le cas, si c'était ça et seulement ça, cela prendrait pas mal de temps et il y a bien des sports qui n'auraient plus rien de spectaculaire. Mais, je reconnais volontiers que c'est peut-être là une différence notoire entre le rugby et le football américain. Autant le premier nécessite une spontanéité, ce qui a fait le style Frenchie, autant le second arrête la partie à chaque séquence pour poser la procédure tactique à jouer ensuite. Effectivement, ce qui anime la partie de rugby est cette vision partagée de ce qu'est l'équipe, valeur forte et structurante, ce qu'est l'arbitre, un directeur de jeu et ses choix, un élément du jeu comme peut l'être le temps, ce que sont les joueurs, un combattant solidaire, modeste et dévoué à la fonction dévolue, une vision du jeu, sport stratégique de combat collectif. Cette vision complexe développe chez chaque joueur une posture sur le terrain qui dirigera ensuite toutes ses actions, en fonction de ce qui se passe devant lui. Eh bien, il en va de même dans toutes nos actions. Cette vision qui guide mes pas construit en moi une posture. Je peux aussi en faire collection, avoir une vision par terrain de jeu, au sport, au boulot, dans la rue, dans ma famille, dans mon association, etc. La posturologie s'occupe de ce champ-là. Il s'agit de comprendre quelle est la posture de là ou des personnes sur un champ particulier, d'en analyser l'efficience et agir alors sur sa source, la vision, soit pour la corriger, soit pour la réaffirmer ou seulement l'ajuster, voire même la neutraliser. Si je connais la posture de telle personne dans la partie, je saurai comment elle va agir et réagir. Si je veux améliorer mes performances, je travaille sur mes représentations investies et corrige ainsi ma posture, et je peux effectivement collectionner les postures.
Même si elles ont certainement entre elles un lien de valeur, elles sont chacune distinctes et singulières. C'est ce qui peut aussi produire des personnalités du type Dr. Jekyll et Mr. Hyde, voire d'autres, plus complexes encore. Mais c'est aussi le lot des postmodernes qui zappent d'une tribu à l'autre, endossant à chaque fois la posture qui convient, comme le technicien inventif et rêveur au boulot, le blagueur expansif dans la tribu des amis, le sérieux taiseux teigneux dans le club de foot du mercredi soir, le charitable et discret guitariste-chanteur au temple baptiste du dimanche et le tendre père de famille rentré à la maison. C'est tout à fait possible. Nous sommes bien là dans une intelligence pratique et réactive, celle qui a conduit l'être humain à travers les âges. Ces postures sont donc portées par des représentations, lesquelles sont tant sociales que personnelles et faites de croyances, de symboles, d'émotions, issues du vécu, de fantasmes, de constructions singulières ou sociales. Le posturologue est donc un sociologue aguerri aux apports de la psychologie, de l'ethnologie, de l'anthropologie et de la psychanalyse. Toutes ces approches sont convergentes dans l'intelligence des postures, leur compréhension, leur analyse et leur transformation. Cette approche ne s'inscrit pas dans une démarche moderne, toute faite de rationalité, de déduction, de monocausalité ou prépondérante, de classes et catégories d'objets, mais de systèmes interactifs et interdépendants, de mouvements vivants et d'immersion compréhensive. Nous sommes là dans une sociologie systémique. Ainsi, je recevais en accompagnement un manager réputé indécis, imprécis sur ses directives et peu sûr de lui. Ce profil qui faisait la raison de notre rencontre ne correspondait pas à son physique plutôt fort et bien charpenté. Notre premier entretien faisait effectivement apparaître une posture hésitante, peu engagée, retenue même. La personne n'était pas ce qu'on appelle un timide. En avançant dans l'entretien, émergeait un nouvel élément, une posture partagée entre plusieurs valeurs et bientôt entre deux systèmes de valeurs. La personne témoignait d'une éthique personnelle généreuse et humaniste, et un système professionnel requérant contrôle, rigueur et fermeté. Ce qui les séparait était leurs origines dans la vie de ce manager, c'est-à-dire leur historicité qui colorait de leur opposition deux postures distinctes adossées à ces deux systèmes de valeurs. La personne les voyait donc incompatibles. C'est sur cela que nous avons travaillé dans le respect absolu de ces systèmes et de leurs fondements. Il suffit juste de réconcilier les deux systèmes jusqu'à reconstruire une posture de manager unique, cohérente et consistante, où les compétences révélées dans chacun des deux systèmes pouvaient être investies dans l'autre sans opposition de valeur ou de principe. La façon d'être du manager changea alors radicalement, son efficacité et sa réputation aussi. Il avait atteint son désir profond. Il avait ouvert un possible inimaginé. Nous avions gagné, ensemble. Chapitre 2. Aujourd'hui, avons-nous toujours autant besoin de leaders ? Mouvement des indignés en Espagne, aux États-Unis, mouvement contre l'austérité en Angleterre, révolution tunisienne et libyenne, révolution égyptienne, révolution populaire dans le monde arabe. Plus près de nous, les nouveaux combats syndicaux, le mouvement des pigeons. Avez-vous repéré dans chacun de ces mouvements un leader ? Moi, pas. Des acteurs, oui. Mais des leaders, non, même si par la suite ces mouvements se sont dotés de représentants allant porter la parole ou négocier. Le monde a effectivement changé. Ainsi, l'histoire récente nous donne à voir l'évolution du rôle de meneur dans la vie de nos organisations, passant récemment du leader charismatique, années 80, à celui d'emblématique, celui qui représente le groupe, son identité, sa raison d'être et ses valeurs, comme Pierre Lescure pour Canal+, par exemple. Le socle d'un leadership apparaît comme étant l'adéquation d'une personne avec un groupe qui en a besoin, le demande, en réclame, le leader, ce héros. Or, cette fonction se détache de moins en moins du paysage. En postmodernité, on aurait tendance à penser que le leader charismatique devrait y avoir sa place par l'émotion qu'il produit et l'effet d'attraction de son charme. Eh bien, dans les postures d'ultraconsommation, les acteurs se retrouvent individuellement alignés face aux besoins de jouissance. Donc pas de leader dans la consommation émotionnelle, juste une collection d'acteurs attirés par la perspective de jouissance, comme les papillons autour d'une lampe. Le symbole fait leadership. Ailleurs, la posture des alternants culturels nous indique que cette population grandissante n'a pas besoin de leader, qu'elle s'en passe très bien. Ce rôle n'est pas dans les coutures de leur lien social.
Les valeurs ou capacités nécessaires au leader sont aussi aujourd'hui des caractéristiques de chaque acteur alternant culturel, comme la vision d'avenir ou celle de la cathédrale, la proposition de moyens originaux pour la réaliser et sa propre légende à la porter. Elle dira de vous que vous pouvez être la bonne personne ici et maintenant. Le charme fondé sur un alignement culturel, homogénéité des pensées, paroles et actes, et l'empathie véritable envers le groupe ou le réseau, la sociabilité, constituent des caractéristiques indispensables à la confiance et au mode de travail en réseau. Ils deviennent leur mode essentiel de fonctionnement. Longtemps, nous avons entendu les prophètes du management nous indiquer que sans leader, la conduite d'un projet n'était pas possible. Aujourd'hui, les alternants culturels nous indiquent le contraire, surtout pas de leader. Laissez-nous faire s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des billes. C'est aussi là, la logique des fonctionnements en réseau, pas de chef, pas de leader, des méthodes appropriées par les acteurs, venues des acteurs eux-mêmes et décidées par eux pour une cathédrale qui les rassemble. L'essentiel est dans la vision partagée. Vision de constat et vision d'avenir. Et si l'on repasse le film en arrière sur le mouvement des indignés par exemple, ou celui très actuel des Anonymous, on comprend mieux la réalité du phénomène. Alors, nous aurons à faire désormais avec cette nouvelle donne dans nos modes de management. Seul souci pour un gestionnaire. Qui dira que la cathédrale est finie ? Chapitre 3. Chaque collaborateur devient un sous-traitant de l'organisation. Je replongeai un œil dans l'ouvrage Calvin et Heidi Toffler publié en 1994, Guerre et contre-guerre, où les auteurs posaient déjà que les premières compétences d'un employé, d'un ouvrier étaient son intelligence, son autonomie et sa capacité d'apprendre à apprendre. Ils considéraient que venait le temps où la complexité des connaissances devenait telle, et leur évolution si rapide, que chaque collaborateur devenait en quelque sorte un sous-traitant de l'entreprise, une entreprise à lui tout seul, avec ses offres de services, ses investissements, son autonomie de proposition et son adaptabilité. Il me revient cette histoire où, lors d'une réunion de travail, un collaborateur montra un certain agacement du fait qu'il ne se sentait pas considéré. Interpellé par son hiérarchique, il répondit qu'il était en capacité de faire mieux et autrement ce qu'on lui demandait. Son supérieur lui fit remarquer : « Qu'est-ce qui vous en empêche ? Allez-y. » Le collaborateur indiqua alors qu'il savait faire bien d'autres choses qu'on ne lui demandait pas, qu'il se sentait particulièrement sous-utilisé. Son responsable mit fin au débat avec cette assertion : « Nous vous demandons ce dont nous avons besoin. Pour le reste, il faudra nous montrer comment ça peut nous être utile. » L'incident était clos. En effet, si les organisations sont les dernières institutions où les acteurs se réalisent, elles restent des structures à objectifs. Leurs finalités sont leurs objets. Même si elles sont responsables des gens qu'elles occupent, ceux-ci ne sont pas la finalité de leurs activités, leur raison d'être. Cependant, chaque acteur, en participant à l'objectif, prend sa part dans la vie de l'organisation, dans son management et peut faire bouger les lignes. En effet, ce que nous disaient Alvin et Heidi Toffler déjà à l'époque, était que le management n'est pas que l'affaire des managers, que le collaborateur en est tout autant responsable. Henry Mintzberg a posé dans nombre de ses ouvrages que le management n'est pas qu'affaire de structure, mais aussi de relations. Ainsi, ce qui fait la raison d'être d'une organisation, entreprise ou institution publique, est sa production en direction de ses clients ou usagers. Si elle atteint ses objectifs, tout le monde y gagne. Si elle ne les atteint pas, tout le monde y perd. La seule question sensible serait le mode de répartition des retombées. Que la décision de s'y prendre d'une manière ou d'une autre soit prise en collectif, comme dans une SCOP, ou en particulier par des dirigeants, la conséquence est commune. L'organisation attend une production spécifique et particulière de chacune et de chacun en son sein. Comme toute entreprise, chacun de ses membres est en capacité de produire bien plus ou bien différemment que ce qu'il fait. Mais il produit ou doit produire ce que l'organisation attend de lui ou d'elle. Il y a dans l'organisation quelque chose de la logique du marché. L'offre peut être pléthorique et la demande restreinte. Comme l'entreprise, l'employé s'adapte, bouscule, innove. On sait combien nombre d'entreprises ainsi ont créé leur propre marché. Par contre, la manière dont l'agent va le produire est effectivement dans ses propres mains.
Sa contribution au management est bien de montrer que le résultat sera bien meilleur en s'y prenant ainsi tant en matière de qualité de résultat que de conditions. Plus vite, moins cher, plus agréable, moins fatigant, etc. Faire cela apparaît aujourd'hui comme une nécessité, une obligation, un devoir de collaborateur et ce, jusqu'à, il est vrai, bousculer même le produit. N'est-ce pas comme cela que nous nous y prenons à la maison pour les tâches quotidiennes ou exceptionnelles ? Le pragmatisme nous occupe comme il occupe l'organisation. Ainsi, chaque collaborateur, Trice, peut bien savoir faire bien des choses. Elle fera ce que le marché interne lui demande et lui permet, et peut-être le bousculera. Il y a aussi dans le manager quelque chose du client. Il veut, a envie ou a besoin de quelque chose. Le fournisseur, comme là le collaboratriceur, le lui apporte dans la mesure de ses compétences, contraintes et imagination. Ainsi, dans l'entreprise comme dans le marché, l'expert conseille, propose et le client en fait ce qu'il veut. Il y a là aussi cette interaction de type conversationnel. Ainsi donc, pragmatiquement, les acteurs de l'organisation s'emploient à lui apporter tout, et que ce qu'elle attend, commande ou indique, voire le repense avec lui. Comme une entreprise, ils collent à la demande pour développer leur utilité, avec toujours une arrière-pensée d'ajustement. Comme une entreprise, ils ont besoin d'investir dans l'expérimentation et la formation pour être meilleurs, et développer tant leur employabilité que leur créativité. Comme une entreprise, ils ont besoin de se projeter dans l'avenir, de se mettre en perspective, c'est-à-dire d'avoir une stratégie. Comme une entreprise, ils ont besoin de développer une communication de qualité qui, ramenée à la dimension de l'individu, s'appelle un bon relationnel. Les managers n'ont plus qu'à les accueillir. Ainsi, ils développeront une autonomie fertile. Comme dans une relation de marché, employés et managers négocient les meilleures manières de faire, de s'y prendre, de conduire leur relation. C'est bien ce que nous nommons dans l'organisation, le management. Nous en parlons aujourd'hui avec d'autres termes particulièrement évocateurs comme la dynamique collective ou l'intelligence, aussi, collective. Cette coopération intelligente, productive et efficiente, appelle un engagement de chacun et de tout ES, un sens de la conséquence et de la contribution, soit un esprit collectif tourné vers l'œuvre à réaliser. Ceci implique de tous un sens de l'engagement, de la responsabilité dans la relation. C'est vrai qu'un fournisseur peut vous lâcher, changer d'orientation, voire disparaître. C'est aussi le cas des collaborateurs. C'est vrai aussi que l'entreprise peut changer de fournisseur pour tout un tas de raisons. Ce n'est pas tout à fait le cas des collaborateurs. Ainsi, la qualité du management dépend de l'engagement de tous, de l'implication dans la dynamique collective, de la confiance partagée, de la responsabilité partagée aussi. Dès lors, si chaque collaborateur, employé ou ouvrier, par son talent, son intelligence, sa créativité et ses connaissances spécifiques, est bien en train de devenir un sous-traitant de l'organisation, entreprise ou institution, son management passera par le développement toujours grandissant d'une autonomie fertile. Le contrat deviendra le mode de cadrage, mais comme un vrai contrat où les contreparties se négocieront. Est-ce que le patron, le propriétaire de l'organisation pourra peser sur la relation comme il le fait aujourd'hui, sous prétexte qu'il tient les enjeux, les moyens ? Pas sûr. Une autre ère est ouverte, celle des savoirs. Lucide, tous y gagneront ensemble. C'est bien là le point de départ de ce management humaniste qui tient compte des gens, non seulement de leurs attentes, de leurs représentations. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.